Ça Allez, te va? Allez, ouais. moi je parle pas. C'est en direct là? Ah ben c'est parti, en direct. Alors si y a des personnes, avant que Georges commence à prendre l'antenne, si vous êtes déjà connectés, n'hésitez pas à nous faire des petits coucous, des petits smileys, voir si le son est bon, parce qu'on n'a pas mis un son micro direct, donc ça c'est la voix qui porte directement au portable. C'est un essai, une première en radio, direct, sur Axe Sud. Je crois que Christian il nous dit que c'est bon. C'est parti. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Georges Tussin au micro de Radio Axe Sud 105.1. J'espère que vous allez bien. Moi, en ce qui me concerne, je suis très heureux de vous retrouver, chers auditeurs et auditrices, sur l'antenne de Radio Axe Sud pour ma nouvelle émission Les Invités de Georges, où j'aurai le plaisir d'aborder plusieurs thèmes, comme je le dis souvent, du normal au paranormal. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Espinosa. Laurent, bonjour. Et bonjour Georges. Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation. Pour nos auditeurs et auditrices qui ne vous connaissent pas, vous êtes coach, comment on appelle ça? Intuitif, clairvoyant. Clairvoyant, on peut dire ça. Allez, expliquez-nous un petit peu cette désignation. Ouais, ça n'a pas été évident déjà d'affirmer la clairvoyance, même si je pense l'avoir depuis l'enfance et que je la développe depuis l'âge de 20 ans. Donc, on va dire que le coaching, pour moi, c'est très pragmatique. C'est des outils que j'ai appris, j'ai étudié, et qui permettent de passer à l'action, de comprendre des blocages et de mettre des actions en place pour se dépasser ou atteindre des objectifs. On va en parler tout à l'heure, bien sûr. Le thème de l'émission, ce sont les croyances, mais pas seulement les croyances religieuses. Ce sont nos croyances, ce que pensent les autres, ce que nous pensons de nous-mêmes, n'est-ce pas? Mais tous nos blocages, également notre image, qu'elle soit négative ou positive. C'est un vaste débat que nous aborderons en partie ce soir. Il faudrait des heures, hein, bien sûr, pour en parler. Mais avant, Laurent, j'aimerais que vous nous parliez de votre enfance, de votre famille, de ce parcours qui vous a amené là où vous êtes comme coach intuitif. Alors, si je parle de mon enfance, j'ai l'impression que je m'assois sur un canapé de psy, mais bon... Non, mais c'est intéressant pour sûr, savoir si vous avez été forgé, parce que bon, on abordera la question tout à l'heure dans votre enfance. Si vos parents étaient intéressés aux questions spirituelles, aux croyances... Alors, ce qui est marrant, c'est que pas du tout, je ne suis pas du tout issu d'une famille religieuse ou croyante. Enfin, quoi qu'un petit peu certains côtés, mais très athée d'un côté, et je pense que j'ai cette capacité, alors qu'on a tous, hein, bien sûr, mais je vais aussi démystifier le truc, mais je pense que j'ai une hypersensibilité depuis l'enfance qui fait que je perçois le non-visible, et je perçois les gens. Je comprends ce qui se passe dans leur non-verbal, paraverbal. Alors d'après vous, c'est un don au départ? Je sais pas si c'est un don, peut-être une... ouais, est-ce que c'est un don parce qu'un don, ça vient d'ailleurs, peut-être que c'est... peut-être que dans ma personnalité, il y a quelque chose qui m'intéresse. J'aime les gens d'entrée. Alors, est-ce que c'est un don ou est-ce que c'est génétique? Je n'ai pas toutes les réponses, mais en tout cas... c'est entre l'inné et l'acquis. Ouais, je pense que c'est un intérêt comme quelqu'un qui va développer un amour pour l'art en général, ou même la mécanique, les voitures, enfin voilà, chacun a son truc. Et c'est vrai que moi, je n'étais pas attiré par tout ça et je crois que je m'intéresse aux gens en général et aux secrets de la vie. Voilà, en gros, je cherchais un peu ça, la philosophie. Bon, on a abordé l'enfance. D'ailleurs, Freud disait hein, toutes les tendances perverses ou autres, hein, qu'elles soient négatives ou positives, plongent leurs racines dans l'enfance, n'est-ce pas? Hein, on en avait discuté hors antenne, là, vous m'aviez dit, eh bien, dès notre enfance, on est forgé par notre entourage. Et là, on arrive aux croyances. Mais merci pour la transition, c'est vrai que je n'avais pas compris où vous vouliez en venir. Mais c'est vrai que finalement, je me suis construit, on se construit quand on est enfant avec ce que nos parents nous transmettent de façon verbale ou non verbale. Parce qu'il y a une grande partie de mimétisme. Enfin, vous devez le voir sûrement tous si vous regardez votre famille et vous, on a quand même des fois des comportements qui se ressemblent. Donc, quelque part, il y a nos croyances, en fait, savoir si un jour, si je prends l'exemple d'une mère qui va dire que son fils est le plus beau. Tu es le plus beau fils. Eh bien,
elle va... Pour dire, Eh tu es ben, le plus tu es le plus beau. beau. Elle va lui transmettre peut-être cette croyance-là, et peut-être que lui, il va grandir en disant, ben, c'est moi le plus beau. Il va le croire, parce qu'on lui a transmis. Et il peut se construire avec ça, et quand il va arriver à l'adolescence, ça peut être bénéfique comme maléfique, parce que si jamais il se croit trop haut, il risque de se prendre des bananes ou des problèmes. Donc c'est comme ça qu'une croyance se transmet déjà, c'est que elle se transmet déjà en famille, de façon verbale ou non verbale, mais aussi dans l'éducation à l'école. Et si on peut avoir une tendance d'avoir confiance en soi, peut-être, mais si à l'école, en fait, on est rabaissé par une maîtresse, ou on te dit, ou la maîtresse dit, mais tu n'y arriveras jamais, il y a des enfants qui vont peut-être dire, ben, puisque c'est ça, je vais y arriver. Ça peut être un moteur. Il peut se servir de cette problématique. De ce côté négatif pour aller vers le positif. Ou alors, une croyance va s'installer en lui, parce que je vais expliquer comment naissent les croyances, ou alors une croyance va s'installer en lui en disant, moi, je n'y arriverai jamais. Parce que, donc ça s'appelle un blocage. Et ça crée un blocage. Et ça crée un blocage, ça crée un comportement. Pas que des blocages, parce que de toute façon, il n'y a rien qui soit en soi négatif ou positif. Donc ça crée des situations. Parce que si la personne dit je n'y arriverai jamais dans l'école, elle va forcément créer d'autres choses. Donc c'est pas mauvais en soi. C'est-à-dire, elle va créer aussi du positif, même si elle est persuadée qu'elle est vraiment négative, que rien ne va, qu'elle ne va pas réussir. Moi je pense, parce que si on prend l'exemple de l'école qui est intéressant, puisque ça nous forge quand même, on passe du temps, si on prend l'exemple de l'école où il peut y avoir des maîtres ou des maîtresses, des professeurs qui peuvent des fois dire tu n'y arriveras jamais à un enfant parce que tu n'es pas assez intelligent, peut-être que cet enfant-là il va se dire ok, je ne suis pas assez intelligent, mais il va développer une intelligence manuelle. Peut-être qu'il va développer un côté manuel, mais que l'intelligence, lui, linguistique, c'est pas son truc. Donc, il va quand même peut-être développer un art de ses mains. Donc, c'est pas forcément négatif. Et peut-être que plus tard, il comprendra que son intelligence, en fait, puisqu'il y a plusieurs formes d'intelligence, elle a une valeur autant que l'autre. Et que la maîtresse, ben, elle avait dit quelque chose. Ça lui a créé une croyance, mais il a créé un comportement pour se sauver par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pensez? Par contre, c'est un sujet d'actualité, malheureusement. Et là, je pense à Daesh et tous ces enfants dès l'âge de 4 ans, 5 ans, qui ont été matraqués par une idéologie religieuse, par une croyance. Que vont devenir ces enfants, justement? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ça va dépendre peut-être des gens qu'ils vont rencontrer. Ils seront des futures bombes? Est-ce qu'ils pourront dévier de leurs croyances ou pas? Moi, je pense qu'on peut dévier à tout moment, mais comme vous l'avez précisé là, en fait, il y a matraquage. Donc, plus le matraquage est fort, plus après, pour revenir à quelque chose qui est plus sain, en fait, va être difficile. Mais je pense que le cerveau, puisque c'est le cerveau qui crée des croyances, c'est le cerveau qui va fabriquer le fait que on croit qu'il faut mourir pour une certaine divinité. Donc c'est le cerveau qui va créer ça. Et comme le cerveau en fait est malléable, puisqu'on parle de neuroplasticité aujourd'hui, on parle de neurosciences, que je ne suis pas professionnel là-dedans, mais je sais que le cerveau peut se réadapter en permanence. Donc oui, il pourra, s'il rencontre des bonnes personnes, se recréer un environnement, une autre vérité qui peut guérir. Bon, une belle pensée positive. Eh bien écoutez, on se retrouve dans quelques minutes, le temps d'une petite pause musicale. Merci Laurent. Merci. Ben, nous, sur Facebook, on continue, mais on fait la petite pause aussi comme ça. Mais n'hésitez pas à faire des commentaires. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui commentent ou s'il y a des choses. Ouais. Tu es sur Facebook là, hein, Christian? D'accord. Mais moi, j'étais derrière ma vitre là, et puis j'ai écouté ça avec beaucoup d'intérêt. Et je pense qu'il y a une chose, puisque ma profession m'a amené également à m'intéresser beaucoup aux gens et aux gens qui souffraient. Chaque individu est chargé d'une charge émotionnelle qui peut être très très importante. Et j'ai appris ça, j'ai eu la chance de m'occuper d'artistes et de sportifs de haut niveau. Et c'est là où j'ai vu la différence. Ce sont des gens qui ont des charges émotionnelles extraordinaires. Ce sont des gens qui ont une sensibilité, vous savez, les athlètes même de très haut niveau, ça pleure, ça rit très fort, ça pleure très fort, il y a des amplitudes qui sont extraordinaires. Et je pense que la différence qu'il y a avec la personne lambda, c'est justement cette charge émotionnelle. Cette charge émotionnelle, elle peut être cultivée
où elle peut être inhibée, bien entendu, là je l'entends comme ça, mais à un certain moment, alors l'inné, l'acquis, moi je veux bien, mais il y a surtout des gens qui ont les mêmes charges émotionnelles et qui arrivent à se rencontrer. Moi je peux vous dire que j'ai vu des gens qui étaient, j'allais dire, d'une banalité extraordinaire, rien que de les toucher, puisque c'était mon métier, rien que de palper, j'avais une réponse tissulaire, je dis bien, au bout de mes doigts, qui me faisait sentir, et ça j'ai retrouvé ça, j'ai eu la chance de rencontrer des gens comme Jacques Brel par exemple, une sensibilité au bout des doigts qu'on avait avec ce monsieur, et bien d'autres bien sûr, c'était extraordinaire. J'ai retrouvé ça avec Jean Galfione, sportif de haut niveau, c'était exactement la même chose. Et je pense que là, il y a des affects, il y a une sensibilité qui va... Pourquoi les gens sympathisent les uns avec les autres? C'est intéressant, pourquoi peut-il y avoir des haines cultivées également? Je pense qu'il y a un défaut dans cette communication-là qui fait que des gens qui sont chargés émotionnellement ne peuvent peut-être pas correspondre avec d'autres. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus mauvais que les autres, ça veut dire simplement qu'ils ne sont pas sur la même positivité. Voilà, j'ai fini. Très intéressant. Merci. Christian, je pense qu'on fera une autre émission sur ce que tu as vécu également. Alors, je disais que Christian Semblanca est le président de Radio Axe Sud. Voilà, merci de ton intervention. Merci Christian. C'est vrai que les émotions, bon, j'en parle pas forcément là, mais justement, pour revenir sur ça, l'adoption ou le changement d'une croyance se fait en réaction à une seule expérience, ou alors des expériences répétitives. On reprend, c'est ça? C'est reparti? On reprend. Donc, après cette pause musicale, nous retrouvons bien mon invité d'aujourd'hui, qui est Laurent Espinosa, coach intuitif, clairvoyant. Et on a discuté la différence entre l'intuition et la clairvoyance. C'est une bonne question, je ne pensais pas que tu allais la poser. Ah tiens, c'est curieux. Je ne sais pas, je pense qu'apparemment elle est très fine. Je dirais que l'intuition, ce qui m'intéresse dans l'intuition, c'est que je pense que c'est la combinaison de tous nos sens qui fait que l'ouïe, le toucher, enfin tout ce qu'on peut utiliser comme sens, qui sont en même temps, qui nous donnent une information sur ce qui se passe. Et c'est peut-être le côté intuitif, c'est voilà, tous les sens qui se mettent en action. C'est comme ça que je le dirais. Et la clairvoyance, c'est peut-être au-delà de ça. Peut-être qu'il y a... alors, moi, je l'explique comme ça. Là, c'est pas scientifique, mais pour moi, je la vis d'une façon où, à des moments, j'ai des messages, j'ai des visions, j'ai des images, ouais, qui me sortent d'au-delà du verbal et du paraverbal, pardon. Et du coup... cette clairvoyance, je me dis, c'est quoi? C'est sûrement peut-être que dans l'énergie de la personne, il y a quelque chose qui se dégage, il y a dans l'ADN, je ne sais pas ce que c'est. Pour moi, la clairvoyance, c'est qu'il y a autre chose qui vient dans notre cerveau, il y a une communication qui se fait directement avec la personne. Voilà. Donc tu ressens des choses, quand tu vois quelqu'un, tu peux avoir des flashs, des mots, n'est-ce pas? Et ben moi, écoute, la théorie c'est bien, mais moi j'aime bien aussi la pratique. Et puis nous avons la chance ce soir d'avoir un panel d'auditeurs et d'auditrices, et je profite de vous remercier, messieurs et mesdames, bien sûr. Alors, en regardant ces personnes-là, est-ce que tu ne ressens pas quelque chose, un flash? Ce sont les travaux pratiques que je te propose. Je te remercie, mais c'est vrai que je le fais... C'est pas un piège, hein, non, mais on n'a rien préparé. Il n'y a pas de problème. C'est vrai que je le pratique pas comme ça, mais on peut le faire. C'est vrai que moi, la clairvoyance, quand je fais du coaching, je me dis pas, je vais utiliser ma clairvoyance. Parce que sinon, ça devient trop mécanique. C'est-à-dire que moi, on discute, s'il y a un truc qui me vient, je le dis. Parfois, il n'y a rien qui vient, mais s'il y a un truc qui vient, il y a des fois, c'est un mot, je peux raconter des histoires par rapport à ça, mais on peut le tester, ça me fait plaisir, hein, on va le tester. Bien sûr, mais, on est entre nous, hein, il n'y a personne qui nous regarde, mais en fait, la clairvoyance, c'est que voilà, des fois, j'ai un flash, j'ai un truc qui vient, mais je ne le cherche pas, parce que des fois, ça m'arrive de le chercher, et si je le force trop, je peux avoir des choses, mais peut-être que je vais aller trop chercher, et que la personne, finalement, elle n'a pas forcément envie. C'est-à-dire que pour moi, la façon dont j'utilise, c'est un accord que soit je pose de façon verbale ou paraverbale, ou non verbale, je dis voilà, j'ai cette image, si j'ai une info qui vient, est-ce que vous la voulez? Et là, si je force un peu,
Ça va être difficile. Ça peut, mais ça va me gêner parce que, voilà, excusez-moi juste pour dire, je me dis pas clairvoyant, pour moi c'est pas de la voyance et je veux pas faire de spectacle directement, mais je veux bien apporter quelque chose et qu'on teste quelque chose avec le coaching et la clairvoyance si est bien. Alors écoute, on se tutoie, hein, Laurent, Allez, parce okay. que ça fait depuis un moment qu'on se connaît. Donc derrière toi, nous avons Claude Cédric, que nous avons le plaisir d'accueillir justement. Et on en discutait, Claude Cédric, les années 70, la Rose d'Or d'Antibes, voilà, comédien également, il nous fait le plaisir d'être là ce soir. Et justement, on en discutait hors antenne, et tu me disais, il y a quelques années, justement, j'ai eu l'occasion de faire un flash avec notre ami Claude. Est-ce que tu t'en souviens déjà, Claude? Est-ce que... Mais bon, après, c'est très particulier quand même, parce que c'était, je sais pas si tu te souviens, c'était un repas, tu t'en souviens ou pas? Non, là, ça me pas ouais, mais précise, hein. Non, c'était un repas, en fait, il y a plusieurs personnes, et c'était la première fois où on se rencontrait, et j'avais eu des flashs pour chaque personne, et notamment toi, en fait, où je te disais, dans ton enfance, je voyais dans une salle de bain, je voyais bon, plein de choses que je ne peux pas te dire, et que tu t'en souvenais pas du tout, et qu'une semaine après, tu m'as dit, si, je me souviens de la scène que tu m'as décrite, mais je m'en souvenais plus. Tu t'en souviens pas? Ça me dit quelque chose, mais là, je me souviens pas. Voilà. Ça, c'était, oui, c'était... Non, c'est une entrée en matière. Hein, ouais, non, mais... voilà, mais si parmi nos auditeurs, là, ici présents, si vous avez une question à poser à Laurent, je pense que c'est le moment ou jamais, là. En tout cas, ce que je peux préciser, c'est que... ouais, vous pouvez venir au micro, mais en fait, l'idée, c'est de... Si vous avez, en fait, une question sur un blocage, quelque chose que vous vivez en ce moment, que vous voulez dépasser, il y a quelque chose qui vous turlupine, ou vous êtes bloqué à quelque chose, en fait, c'est là où c'est intéressant, parce que moi, j'ai pas envie de dire, tiens, je vois ça pour toi, enfin, je peux le faire, mais à l'antenne, ça veut particulier. Mais par contre, si vous dites, tiens, ben, j'ai telle activité, je sais pas trop, il y a un truc qui bloque, après pour moi, c'est un échange, c'est juste des questions qu'on se pose, je vous pose, et après, ça vient en même temps, quoi, voilà. Alors si quelqu'un veut venir prendre le micro... Qui veut se débloquer? Sylvie, on est dans les blocages. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de poser une question par rapport à ce un truc que vous vivez en ce moment, justement? Ou est-ce qu'il y a des personnes qui nous suivent en ce moment? Je ne sais pas s'il y a des personnes, mais sinon on peut continuer à l'antenne. Mais Alexia, ouais. Bon, mais c'est quel micro? Voilà, Alexia qui nous fait le plaisir et que j'aurai le plaisir également d'accueillir prochainement pour une émission. Alors présentez-vous justement, Alexia. Bonsoir. Que faites-vous? Donc, moi je m'appelle Alexia Autenac, je suis naturopathe. J'utilise également les fleurs de Bach et la pratique du Reiki pour accompagner les personnes qui sont en demande d'aide sur des problèmes physiques, émotionnels ou énergétiques. Alors Laurent, on se connaît comme ça. C'est pas un blocage que j'ai en tête en ce moment, mais c'est une hésitation en fait qui est professionnelle, donc c'est pour ça que je peux partager assez facilement. Quand on est thérapeute et qu'on est dans le souhait de développer ses relations, les réseaux d'affaires qu'on connaît, type BNI, Dinabai et que sais-je, peuvent être un outil de développement. Aujourd'hui, j'ai plusieurs possibilités dans différents réseaux qui s'offrent à moi. Et moi qui ai l'habitude de pouvoir trancher assez facilement, j'avoue que je sais pas dépasser cette décision. C'est quelque chose qui me taraude. Et donc, si ce soir tu es OK pour me livrer une information, est-ce que tu penses, d'un point de vue intuitif, clairvoyant, comme tu le souhaites, que ce type de réseau est pertinent pour quelqu'un comme moi qui suis thérapeute et qui souhaite étendre son panel auprès des particuliers, mais aussi des professionnels? Merci pour la question déjà. Et alors ce qui est intéressant là, c'est que ça va me permettre de tester, de voir aussi, c'est que dans ce cas-là, je peux avoir deux approches. C'est-à-dire que l'approche coaching que je sens, où je pose des questions pour aller chercher plus loin ce que tu veux dire, qu'est-ce qui bloque, pourquoi tu hésites, et l'approche intuitive qui me vient comme ça spontanément, dans laquelle moi je dis pas que j'ai forcément la vérité, il faut que ça te parle. Donc je vais te livrer celle que je sens intuitivement. Comme tu le sens. Moi ce que je sens, c'est que tu es quelqu'un qui a du caractère, qui a une force et qui a un tempérament de leader. Et que peut-être qu'au fond de toi, je sais pas, est-ce que tu n'as pas une envie de créer un réseau toi ou d'amener quelque chose vers toi-même? Bravo.
Bravo. Comme je ne trouve pas effectivement ce qui me ressemble, j'ai en tête potentiellement de réunir sous une sorte de fraternité, quelque chose de bienveillant, les thérapeutes pour qu'on puisse être plus fort à plusieurs et partager notre réseau. Donc ça fait partie des questionnements aussi. Tu as mis le doigt là où il fallait. Bah, c'est pour ça que c'est là en fait, où je disais que la clairvoyance fait gagner du temps, parce que sinon j'aurais pu amener plein de questions parce que le coaching des fois il faut que le coaching doit faire émerger la réponse de la personne. Et moi la clairvoyance c'est que je dis je t'amène peut-être la réponse que je sens que tu as en toi. Et là ce que je sens du coup quand tu me dis ça, ce que tu me livres c'est que, et après tu me dis si ça te parle aussi, pour moi tu as un côté femme d'affaires justement. Tu vois, tu parles de réseau d'affaires, tout ça, moi je sens la femme d'affaires derrière, mais en même temps elle est en contradiction avec la thérapeute, parce que le thérapeute ne doit pas être dans les affaires. Ah, ça c'est une croyance. Oui, peut-être. Non mais c'est parce que des fois les croyances c'est le thème de l'émission. On peut très bien aider les autres justement en développant son réseau. Moi je vois ça comme faire profiter un maximum de personnes et de personnes différentes de la relation d'aide, quelle qu'elle soit, que ce soit sur la prise en charge alimentaire, comme je fais le plus souvent, ou la prise en charge émotionnelle, ou le développement perso, ou la méditation, les choses que j'ai l'habitude d'animer. Je me dis que on pense souvent que le thérapeute, pour qu'il aide bien, il faut qu'il ait une vie modeste, qu'il ne se développe pas trop. Pour moi, c'est une croyance en fait, et je me dis qu'on peut très bien aider les autres en ayant plusieurs idées et en allant sur plusieurs terrains. Voilà. C'est peut-être aussi une croyance française de croire que gagner de l'argent jusqu'à un certain point c'est acceptable, et au-delà pas forcément. Dans d'autres pays, au Canada, ça pose aucun problème, notamment les thérapeutes. Il y a beaucoup de grands thérapeutes qui se développent et qui ont des réseaux, voilà. Donc ça fait partie du questionnement, effectivement, mais je suis aussi tiraillée, bien sûr, sur cette question. C'est ce que j'allais te dire, parce que c'est vrai que d'un côté, tu l'affirmes, en fait, tu sens qu'on dirait que tu as l'air posé avec ça et que c'est ok de gagner de l'argent. Et en fait, que c'est comme au fond de toi, en fait, je sens ici que c'est pas du tout ok. Non, mais en fait, c'est comment je l'affirme. C'est un travail. Quand on est thérapeute, le premier travail, c'est d'accepter de se faire payer pour ça. C'est un peu, se dire, est-ce que je suis légitime à recevoir un don parce qu'on peut voir ça comme un don pour cette aide que j'ai donnée. Mais quand on se pose, la maturité est là aussi pour se dire, mais ok, je me suis posée, je me suis formée. J'ai mis des heures, j'ai bouquiné, j'ai fait des formations qui m'ont coûté des sous, qui m'ont coûté des déplacements, qui m'ont coûté du temps. Et le temps que j'accorde à la personne est aussi important qu'une rémunération. Donc pour ça, je suis ok si tu veux. Donc voilà. Mais malheureusement, dans le milieu des thérapeutes, il faut dire, il y a beaucoup quand même d'escrocs. Ah oui. Voilà, il y a de tout. Il y a de tout. Comme dans tous les milieux. Comme dans tous les milieux, je suis d'accord. Mais ça prédispose un peu plus. Oui, mais à ce moment-là, je suis d'accord, mais est-ce que... Parce qu'on peut manipuler les gens aussi. Bah oui, mais dans tous les C'est le domaines. cas de la voyance, ça aussi. Dans tous les domaines. Oui, dans tous les domaines, mais plus particulièrement la voyance. Oui. Parce que la voyance, tu peux induire quelqu'un vers une situation, c'est dangereux quand même, c'est à manier avec précaution, à mon sens. Les thérapeutes aussi, ils ont une responsabilité parce qu'ils touchent quand même un côté intime de la personne, puisqu'on va quand même dans la personnalité, dans beaucoup de domaines. Ce sont des psychothérapeutes également, non? Oui, il y a des psychothérapeutes. Des psychothérapeutes. Oui, il y a côté travailler un peu le psychisme de l'individu. Mais peut-être qu'on n'est pas là pour Vous êtes obligé pour affiner les remèdes, parce que je sais que vous êtes une spécialiste des fleurs du bac. Oui, c'est ça. Oui, on rentre dans la sphère psycho-émotionnelle. Après, il ne faut pas oublier que la psychologie est une spécialité à part entière. Donc on rentre dans la sphère psycho-émotionnelle, on a un accompagnement, on a une écoute, une empathie, une écoute active, passive, ça dépend comment on travaille. Donc oui, on rentre dans cette sphère parce que ce que vous traitez principalement, je suppose, c'est l'anxiété, le stress. Oui, c'est la maladie de nos jours, ça, hélas. Les peurs. Les phobies. Oui, aussi. Oui. Voilà. Qui sont des croyances, Pourquoi des croyances? Donc, qui peuvent être des croyances aussi. En fait, des fois, des peurs, en fait, ça peut être des croyances qu'on nous a installées aussi. Suite à un traumatisme.
traumatisme. On peut avoir dire, une phobie suite à un choc post-traumatique. Hein. Ça peut être ça aussi, ouais. Mais ça peut être des croyances simples. Tiens, on peut prendre un exemple d'une vidéo que j'ai partagée depuis peu là, sur une école qui se fait dans la forêt au Danemark. C'est pareil, je donne l'exemple 2 minutes parce que c'est quand on est petit, en fait, les parents ils ont peur pour nous, comme nous on a peur pour nos enfants. Ne monte pas à l'arbre, tu vas tomber. On est en train de créer déjà une croyance. Donc l'enfant il va pas monter sauf s'il est téméraire. Donc il va avoir toute sa vie, il va avoir peur et en plus il va la transmettre à ses enfants derrière. Donc ça, c'est pour ça que la croyance, la peur en fait, de dire non mais je monte pas là parce qu'on m'a dit que j'allais tomber. Donc on fabrique déjà des croyances. C'est une protection, c'est une croyance. Et en même temps, quand on voit au Danemark là, il y a un reportage qui est passé sur France 2. Moi je suis pas allé vérifier, mais en tout cas c'est France 2 qui a fait le reportage où cette école existe depuis 25 ans, ils le font dans la forêt, les gamins ils ont 5 ans, ils montent à 6 mètres de haut sans protection. Et ils n'ont eu aucun problème. C'est vrai, intéressant. Ouais, voilà, ça. c'est pour ça que je donnais cet exemple par rapport à la peur, aux croyances. Et exact. Mais voilà, c'est à nous tous de nous guérir de nos croyances, d'aller chercher. Tu as des funambules et d'un canyon à un autre qui marchent sur un fil. Pourquoi eux n'ont pas cette peur? Parce qu'en fait, d'ailleurs, j'ai vu un reportage sur ça d'un jeune qui montait des tours énormes. Absolument. Et il disait qu'il avait 19 ans, moi je le ferais pas, hein. J'ai mes croyances et j'ai mes peurs. Mais lui, il disait que quand il était au bord, à 200 mètres, ou je sais pas, à 50 mètres pardon, de hauteur, il disait en fait, c'est ton esprit qui crée la peur. Parce qu'en fait, que tu sois assis au bord d'une chaise ou au bord du truc, en fait, t'es assis. C'est juste que l'esprit, en fait, il crée la peur. C'est intéressant, quoi. Oui, et lui, il a dépassé parce que c'est un gamin qui sautait partout. Enfin, vraiment intéressant. Sauf pour sa mère qui montrait qu'elle avait absolument peur. Normal. Et dans un autre domaine, là, on peut guérir et on peut se détruire. Le psychisme. Ouais, Ce que vous devez voir, Alexia, parmi vos patients, là. Alors dans mes clients, j'ai la chance les ulcères de voir à l'estomac, tout ce qui est les zonas. D'accord. Oui, effectivement, souvent d'ailleurs, et c'était le précepte de départ du docteur Bach qui a donc mis en place la méthode des fleurs de Bach, c'est que les émotions négatives font surgir le déséquilibre en fait des émotions, peut faire surgir des symptômes et donc laisser place à la maladie. Donc Hippocrate aussi, 400 ans avant Jésus-Christ, avait ça en tête déjà. Donc oui, on a des gens qui se détruisent et puis quand on prend en charge à la fois le côté émotionnel et à la fois le côté physique, on se rend compte qu'ils arrivent à dépasser les blocages. Et je pense que là où Laurent, quand il intervient en tant que coach intuitif et tout ça, c'est ça aussi qu'il va chercher pour faire lever les croyances aux personnes qui se disent ou qui se croient perdues aussi. Donc, je pense que c'est... Et vous aussi, vous faites appel à l'intuition, quelque part. Vous êtes coach intuitive aussi. J'irai pas jusque-là. Je pense que quand on est thérapeute, on sent quelque chose, mais parce qu'on se met en empathie, on se met sur l'écoute avec la personne, et quand on est à 100% à ce qu'on fait, ça résonne. Après, je n'irai pas dire que je suis coach intuitif. Je pense que c'est le métier de Laurent et que voilà, c'est quelque chose de, vous êtes thérapeute. de précis. Voilà, moi je suis naturopathe, thérapeute, je suis dans la relation d'aide. Alors justement, en tant que thérapeute, vous parlez de fleurs de Bach. Bien sûr, tout le monde ne connaît pas les fleurs de Bach. C'est un produit, c'est quoi exactement les fleurs de Bach? Les fleurs de Bach ont été mises au point en fait il y a à peu près 80 ans par le docteur Bach. Lui, il était bactériologiste, chercheur, voilà. Il s'est rendu compte sur ses premiers travaux sur la flore intestinale qu'en fonction de l'état émotionnel des gens, cette flore variait. Et donc, il s'est mis à la recherche de comment la faire varier. Donc, parallèlement à ça, comme je disais tout à l'heure, pour lui, les émotions négatives étaient source de maladies, de symptômes. Et donc, petit à petit, il a trouvé un certain nombre de fleurs, donc 37 fleurs, plus l'eau de roche qui a ses propres vertus, et qui pour chacune viennent équilibrer des émotions négatives bien précises, une émotion précise par fleur. Donc voilà, quand on vient en consultation et qu'on reçoit donc des fleurs de Bach en conseil,
L'idée, c'est de rétablir ces émotions négatives, de les faire basculer vers le positif, de pouvoir retrouver un état d'apaisement, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Mais scientifiquement, c'est prouvé, ou c'est je sais pas, comme l'homéopathie, une mémoire de l'eau assez complexe. J'irai sur l'empirisme, en fait, Oui. pour cette réponse, parce que ça fait 80 ans donc, cette méthode existe. Sincèrement, on ne sait pas comment ça fonctionne. Si vous me demandez le mécanisme biochimique, je serais vraiment dans l'incapacité de vous répondre. Et On le quiconque constate. saurait. On constate que ça marche. On constate que ça marche sur, par exemple, les enfants et les animaux qui ne peuvent pas mentir. Nous, on pourrait avoir un effet placebo Absolument. en tant qu'adulte et avec nos constructions J'allais vous mentales. poser la question, justement. Mais voilà, donc oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. En tout cas, on vous remercie. Hein. On a dévié un petit peu, sans trop dévier quand même. Hein. Mais c'est intéressant et c'est intéressant. Oui, absolument. On remercie Merci Alexis. Laurent Merci. pour ton éclairage en tout cas. Ça Alexia. répond à une question et de façon très claire. Tu as tapé dans le mille, donc je te remercie. Eh ben, merci C'est beaucoup à fabuleux, toi. ça. Et ouais, ben, si je pourrais rajouter justement un truc, c'est que c'est intéressant ce sujet en plus de thérapeute, d'argent. Et je pense que, Alexia, moi je te donne mon dernier ressenti, c'est que je pense que si tu assumes ce côté femme d'affaires avec un côté éthique et valeurs qui te correspondent, et de peut-être amener aussi des gens à gagner plus d'argent aussi dans ce milieu-là, et de rééquilibrer les deux, en fait, d'aider les gens, de gagner plus d'argent, d'être mieux dans sa vie, parce que c'est pas en éducation, je pense que il y a un truc qui va se dépasser. Et c'est là où c'est intéressant pour débloquer les situations. Voilà, c'est un peu comme ça. Merci Alexandre, en tout cas. Formidable. C'était un pur hasard, en fait. En tout cas, Bien sûr, bien sûr. En plus, vous connaissez très peu, oui, il faut le dire. Hein. Non, ouais, vite fait, ouais. Voilà. Super intéressant. Ben, je vous propose de nous retrouver dans deux minutes pour une pause musicale et on se retrouve tout à l'heure. Merci. Merci. Je sais pas Bon. si ça marche en direct, ouais. Donc là, il n'y a pas de personne. On voit s'il y a personne qui suivent. Alors, je sais pas si vous êtes là. S'il y a des personnes qui nous suivent, est-ce que vous entendez bien le son? Parce que du coup, c'est vrai que c'est la première fois que je teste ça en radio. Donc je parle au micro, mais j'essaie de penser à vous là-bas. Voilà, je sais pas si ça fonctionne. On verra aussi, ce sera en replay sur la page Facebook, mais aussi sur 105.1. Absolument. Et Des- je pense que la diffusion sera le dimanche à 14h sur Radio Axe Sud 105.1. Bon, de toute façon, on en parlera aussi. Si vous avez des questions et vous êtes sur Facebook, n'hésitez pas. Tu veux réagir aussi, Christian? Non, vas-y, mais je te laisse filer. Non, c'est bon, j'ai Ouais. fini. Alors, moi, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Je vais apporter la note, je ne dis pas scientifique, ce serait prétentieux, mais ma conception, en tout cas, de ce que vous avez bien résumé. En fait, ce que vous faites, c'est scientifique. Peut-être que vous ne le saviez pas, sans le savoir, mais vous travaillez sur un système qui est encore pas suffisamment étudié, à mon avis, c'est le système sympathique et parasympathique. Et à partir de ce moment-là, vous avez des gens devant vous qui sont sympathico-toniques ou parasympathico-toniques, ou qui ont des déséquilibres qui font que le sympathique ne peut pas compenser le parasympathique et ainsi de suite. Et donc vous vous retrouvez dans une situation avec des gens qui sont, on va dire, en difficulté. Votre action, c'est une action de complicité. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer dans leur système parce que vous avez compris cet déséquilibre sympathique-parasympathique. Et là, il y a plein de moyens d'agir et dont vous faites partir. Mais il ne faut pas dire que c'est empirique. Il faut dire que c'est vraiment très très scientifique, qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus, avec toutes les influences qu'il peut y avoir sur les tissus, avec toutes les influences qu'il peut y avoir sur le rythme cardiaque, sur tout ce que vous voulez. Il y a des gens très très sérieux qui ont fait des études là-dessus. C'est simplement le cheminement qui est un peu différent. La seule chose où vous avez l'échec ou la réussite, c'est, vous avez parlé d'empathie, moi je parle plutôt de complicité, c'est qu'à un moment, les gens se sentent bien avec vous et vous allez réussir, et puis il y a des gens, vous n'allez pas réussir. Si je peux me permettre, dans une vie antérieure... Le médecin, le meilleur remède. Je travaillais... S'il y a une sympathie avec le médecin. Oui, à condition qu'il ne soit pas un chimiothérapeute, à condition qu'il Oui, soit... non. également, Mais l'approche avec un médecin, on le sent pas. Qu'il soit à l'écoute. Simplement un petit exemple. M'arrive un jour dans mon cabinet une petite jeune fille, on va dire comme ça,
Et donc elle vient, elle avait des problèmes de dos, quelque chose pour moi qui était d'une banalité extraordinaire. Et donc je commence à l'examiner comme je faisais avec tout le monde et tout ça. Et puis je sentais des réactions extrêmement violentes. Et à un moment, à tel point que je lui ai dit, écoutez, je pense que ça va pas marcher, c'est impossible parce qu'elle était tellement crispée que... Et là, elle éclate en sanglots, pas possible. Alors, un petit moment pour la consoler, simplement pour vous dire que la veille, elle avait été violée. Et à partir de là, elle ne supportait pas qu'on puisse la toucher. Bon, là, on l'a aidée autrement parce que ça dépassait largement mes compétences, mais pour dire qu'à un certain moment, s'il n'y a pas une complicité, s'il n'y a pas quelque chose qui passe entre le thérapeute, c'est un grand mot, et la personne que l'on a à traiter, on va vers l'échec, comme on peut aller vers le succès, dès que l'empathie et dès que cette forme de connivence entre les deux va se faire. Alors là, chez certains, c'est la parole. Bon, chez nous, parce qu'on a été formés comme ça, c'est un petit peu autre chose, c'est le toucher. Mais on a des organes, des sens. Et ça, on n'en a pas cultivé, je suis certain, le millième de ce qui peut exister, qui vont nous permettre d'interagir on va avoir des leviers qui vont nous permettre d'interagir et d'aider les gens. Parce qu'il ne faut pas dire que c'est du charlatanisme, il faut dire simplement qu'il y a des moyens d'y arriver. Tout le monde n'en a pas conscience, tout le monde n'en a pas forcément ces moyens d'écoute, parce que l'écoute, elle peut être tissulaire, elle peut être auditive, elle peut être de différentes façons. Mais voilà. Ce que tu dis, ça devrait être appris en faculté de médecine, ça. Parce que c'est vraiment, actuellement, c'est que de la technique, c'est du formatage. Il n'y a pas ce côté humain qui devrait avoir. Certains l'ont, hein. Ça vient de plus en plus, ça vient à tel point que je connais, je ne citerai pas de nom bien sûr, mais une anesthésiste qui a une certaine expérience, un certain âge, anesthésiste célèbre, qui maintenant arrive à faire ses anesthésies sous sophrologie. Après avoir beaucoup travaillé avec ses patients, alors que elle était organisée comme beaucoup sur la chimie et compagnie. Donc on sait qu'on peut dépasser. Il y a plein de personnes qui s'intéressent à ça. Il est certain que ça gêne des lobbies, ça gêne beaucoup de monde et que c'est très difficile d'y arriver. Mais de plus en plus, les gens qui réussissent, en tout cas, et dans beaucoup de professions où on a un contact avec les gens, pas forcément que les professions médicales, chez les sportifs de haut niveau par exemple aussi, on a une forme de formation, alors on appelle ça des coachs, on les appelle comme on veut, peu importe, oui, des formateurs. C'est simplement cette relation qui peut exister entre les deux, où les gens se comprennent et s'apportent mutuellement, parce qu'on reçoit beaucoup plus qu'on apporte d'ailleurs la plupart du temps. Et je les félicite parce que à la fin de la journée, c'est extrêmement fatigant, c'est extrêmement exténuant de pouvoir d'être à l'écoute de gens qui ont des comment dirais-je, un émotionnel qui dépasse la moyenne normale. Voilà. On te remercie. Merci beaucoup. Non, merci beaucoup. Voilà, donc nous avons le plaisir de nous retrouver pour cette dernière partie d'émission avec notre invité Laurent Espinosa, comme je le disais, qui est coach clairvoyant, on va le dire, intuitif également. Et je pense pour cette dernière partie d'émission, ça serait intéressant de parler de la communication non verbale. On dit que nos gestes nous trahissent. Alors, tout à l'heure, je regardais cette dame qui est dans notre studio, qui avait les bras croisés depuis un moment. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, d'avoir les bras croisés comme ça? On va parler de communication non verbale. C'est un exemple, hein. Voilà. Oui, parce qu'on sait que dans la communication, il y a... C'est bien ça, hein, je ne me trompe pas en disant communication non verbale. Oui, c'est ça. En fait, parce que dans la communication, on sait qu'il y a 7% du message passe par le verbal, c'est 7%. Le paraverbal, en fait, tout ce qui est ton de voix et tout ça, c'est 50% par là, et le reste, c'est le non-verbal.
donc les gestes et tout ça. Voilà. Et donc après, moi c'est vrai que je pense que j'ai étudié quand j'ai fait le coaching, en fait, ce que c'était le non-verbal et le paraverbal, mais de façon intuitive, je pense qu'on a tous, voilà, on sent que... Il n'y a pas des codages. Alors, je suis Par pas... exemple, quand on croise les bras comme ça, on se protège. Enfin bon, moi je ne me connais absolument pas. Hein. Il y a des gens qui sont vraiment très qualifiés là-dedans aussi, qui ont tout décodé. Hein. Moi je me sers de mon intuition, de ma clairvoyance. Mon ami Claude qui se tient la barbe. Et là il est curieux. Voilà, il se tient Claude, il se tient la barbichette comme ça. C'est une interrogation. Il est curieux. Il dit qu'est-ce qu'il va nous raconter ce Laurent Voilà. Et en fait, après les bras croisés, ça peut être quelqu'un qui peut être dubitatif, oui pourquoi pas, ou alors parce qu'elle a besoin de se poser aussi comme ça. Je sais pas, est-ce que Madame peut nous Je ne le répondre? fais jamais. Non, Ah ouais. C'est bizarre. Peut-être Parce que que je ne connais pas les gens, peut-être, j'en sais rien. elle se protège effectivement. Mais je me croise les bras. C'est qu'elle se protège. C'est aussi une protection. Protège, Elle se protège par rapport à l'extérieur, parce qu'on parle d'un sujet quand même qui est délicat, sensible. Et voilà. Nous avons Anne-Marie là qui est assez décontractée là c'est un petit peu différent. Voilà, les gestes sont un petit peu différents là. Oui, elle est en arrière. Alors après, moi je ne décode pas tout comme ça à chaque fois, mais je sais pas, le fait qu'elle soit en arrière comme ça, est-ce qu'elle n'est pas. Il y a un côté ouvert, voilà, il y a un côté qui est ouvert et un côté qui se ferme. Peut-être qu'il y a un côté qui l'intéresse, l'autre côté où elle se protège aussi un peu, à voir. C'est très intéressant. D'accord. Bon, il y a quelque chose aussi d'intéressant, c'est se positionner, tu disais, face aux autres, savoir dire non. Et malheureusement, hein, nous le savons, hein, on dit souvent oui alors qu'on pense non. Ah, mais ça, je pense que c'est un grand problème de notre société. Hein. Je pense que ça crée des conflits. Et c'est vrai que c'est pas évident quand on a quelqu'un en face de nous qui est dominateur. Et alors, pour parler de ça, je parle juste du fait que ce côté intuitif que j'ai, clairvoyant, je ne sais pas d'où ça sortait, je percevais mais je n'étais pas sûr. Quand j'ai commencé à étudier toutes ces techniques de communication, de PNL, de paraverbal, non-verbal, de coaching, j'ai pu comprendre justement qu'est-ce qui se passait. Donc il y a effectivement dans notre intuition, elle sait mieux que nous, en fait il y a quelque chose qu'on sent et scientifiquement ça s'explique. Alors je réponds à cette question comme ça parce que quand on a quelqu'un qui généralise ou qui veut te manipuler, il va te Par exemple, si je te dis j'ai besoin de 15 000 euros, toi tu vas me dire quoi? Oui, soit je dis, ça dépend du rapport qu'il y en a, mais si tu me dis en fait j'ai besoin de 15 000 euros, je sais que tu les as. Tu vas pas oser. Et je sais que tu les as et ça me ferait plaisir que tu... Et ça me ferait plaisir. Tu vas utiliser une communication qui va me dominer ou qui va me renfermer. Tu as bien prêté, ou alors tu vas utiliser une information et tu as prêté 15 000 euros à la fois à mon frère et tu pourrais me prêter 15 000 euros à moi. Tu vois, et là ça devient de la manipulation. Et du coup, savoir se positionner face à quelqu'un, ça veut dire qu'il faut déjà apprendre à se connaître. Parce que quand on se connaît et qu'on apprend aussi les techniques de communication, on va savoir que la personne en face de nous, elle nous manipule avec nos émotions. Parce que si par exemple, en fait, on est de la même famille, ce n'est pas le cas, mais que tu me dis, Laurent, tu peux me prêter 15 000 euros parce qu'à la fois tu l'as prêté à mon frère là et j'aimerais que tu me les prêtes. Là, tu es en train de jouer sur ma sensibilité, sur mon point faible, tu sais que je vous aime tous les deux, et du coup, tu vas t'embêter. Et tu vas manipuler. Et c'est ça qui est intéressant. Donc savoir se positionner, pour moi, c'est pour ça que pour moi, la clé, ce qui est important dans ce monde, pour moi, c'est de se connaître. Et on nous a pas appris du tout ça depuis l'enfance. Moi, c'est quelque chose qui me passionne. Je conçois que c'est pas que la priorité. Mais quand on apprend à se connaître, on apprend à mieux savoir quand est-ce qu'on est manipulé, mieux savoir où on est sensible. Et si je sais que je suis sensible à ce sujet-là, que tu vas m'avoir parce que j'ai un côté donateur quoi, et sensible, et que j'ai pas envie que tu m'aimes pas. Parce que là, tu es en train de me dire, Laurent, si tu ne me donnes pas de ces 15 000 euros, tu vas pas m'aimer. Et moi, je veux que tu m'aimes encore, Georges. Donc, en fait, que... Tu vas dire oui. Je vais dire oui. Et tu vas non. utiliser... Exactement. Voilà. Ça, c'est fictif. Mais c'est ça qui est intéressant. Maintenant, hein. Maintenant, je vais devoir donner 15 000 euros. Non, mais voilà, le positionnement, en fait, il n'est pas facile. Ça dépend avec qui. Mais en fait, ce qui est intéressant, je suis sûr que si chacun regarde dans les moments de sa vie, il y a des moments où on s'est positionné facilement face à des personnes et des moments où c'était difficile. Et ce que je trouve intéressant, c'est allons voir là où c'était difficile et qu'est-ce qu'on a travaillé en nous. Parce que moi, j'ai dû me positionner plein de fois face à des gens qui, peut-être, qui utilisaient la force ou la prestance et qui vont dire oui, t'es comme ça. Et des fois, j'ai dû apprendre à me dire voilà, cette personne elle a l'air forte, elle est merveilleuse. Il a fallu que j'aille chercher en moi ma propre lumière, me dire attends, mais moi aussi je suis bien. Et si quelqu'un me dit que je suis nu ou abruti, en fait, il n'y a que moi qui peux le savoir. Donc le positionnement, ce qui est intéressant dans le positionnement, c'est que c'est jouissif
quand on arrive à se positionner à des endroits où on n'arrive pas à des endroits où des personnes, face à des personnes où on n'arrive pas à le faire. Parce que, attention, les paroles, ça peut égayer. Mais c'est vrai que le positionnement, en fait, on se positionne tous les jours face à des personnes, tout le temps. La personne qui va te pousser à la caisse ou qui va te prendre ta place dans le parking, qu'est-ce que tu fais? Tu laisses faire, Voilà. Bon, tout ça. Absolument. Donc le positionnement, en fait, il passe d'abord par la connaissance de soi, et c'est pour ça que connaître aussi des techniques de manipulation, ces techniques de communication, pour moi, en fait, c'est vital. C'est vital d'apprendre à communiquer. C'est pour ça que j'interviens aussi beaucoup en entreprise, parce que le positionnement, en fait, on l'a tout le temps. Le salarié, il est avec son patron, le patron est avec le salarié avec les clients, le client, enfin, c'est un enfer. Et le problème, c'est que, comme disait aussi Christian tout à l'heure, c'est qu'on est fait de charge émotionnelle, on est fait de notre personnalité, et que d'après l'information qu'on a, en fait, on va réfléchir avec notre histoire. Voilà, donc le positionnement, en fait, c'est intéressant, ça ne se fait pas un claquement de doigts, mais la base est la connaissance de soi et les techniques de communication. Georges. Absolument. Alors, pour les dernières minutes de cette émission, Est-ce y aurait-il une question à poser à Laurent? Parce que c'était très intéressant jusqu'à présent. Donc, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter, profiter. Si vous souhaitez... les gens sont timides quand même. Ouais, ouais. Là aussi, c'est un position. Là, par contre, ils souhaiteraient dire oui, mais ils disent non. Ils hésitent parce que c'est vrai qu'on... C'est l'inverse, là, un petit peu. C'est intéressant parce que je pensais qu'on allait plus facilement se livrer, mais c'est vrai que c'est pas évident peut-être de parler de soi comme ça, mais c'est une bonne expérience pour moi parce que je prépare justement un spectacle sur ça où j'aimerais faire venir les gens sur scène et qu'on amène... Parce qu'en plus, tu es un artiste. Un petit peu, mais en fait il y a un côté, moi j'ai envie de montrer que chacun de nous on a des capacités. Moi ce qui m'intéresse, il n'y a rien de mystique. Le travail que j'ai fait sur moi, j'ai envie juste de dire, voilà, continuons et révélez votre talent, révélez en fait ce que vous avez en vous, parce que on peut ne pas le révéler. Ce talent, on peut rester pareil, la vie c'est la même, mais si en fait on commence à prendre confiance et aller au-delà de nos peurs, de notre zone de confort, la vie va être beaucoup plus merveilleuse sur le temps qu'il nous reste à vivre. Voilà. C'est magnifique ce que tu dis là. Merci Jean. Peut-être un dernier mot de Christian Saint-Blanc. Ah pardon, Claude. Juste pour... Vas-y, Pardon. Claude. je prends le micro. Je voudrais juste Nous avons dire quelques quelque chose minutes. pour rectifier tout à l'heure par rapport à ce repas où il s'était passé quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je ne me suis pas souvenu de ce repas? C'est que... Ça fait un blocage. Non, oui, d'une part. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, tu m'as aidé pour faire beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses. Et ça a couvert cette première rencontre, ce que tu as fait au niveau comédie musicale, des tas de choses pour moi. Ensuite, on s'est retrouvés sur un film. Et après, on a continué à se suivre. Et ça, alors, je voudrais justement savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Le reste est tellement fort, puissant, que j'ai pas trouvé le fil. Et je fais que réfléchir en disant, mais où c'était? Et je sais, j'ai une image d'avoir eu une conversation, mais je ne me rappelle plus. Mais je sais qu'après, on a fait des choses énormes et c'est venu couvrir. Oui, c'est clair, c'est clair. En fait, après, je sais pas si tu veux que j'en parle maintenant, parce que c'est quand même, c'est particulier. C'est vraiment particulier. Hein. Bien sûr. Ok. Non, en fait, bon, il y a plein de choses que je n'ai pas racontées ce soir, mais si aujourd'hui j'affirme la clairvoyance, c'est que j'avais commencé comme voyant. Sauf que je testais, en fait. J'avais ces messages des fois que je rencontrais les personnes, mais je ne savais pas d'où ça venait. Et quand on s'est rencontrés, en fait, tu venais de chanter un spectacle. Il y avait plusieurs personnes que je ne connaissais absolument pas. Je ne sais pas ce que je faisais là. C'était un repas. Et donc, je disais que je faisais la voyance. Et chacun me disait, ah bon, qu'est-ce que... Dis-nous. Alors, j'avais commencé à chaque personne à sortir des choses sur leur vie. Et apparemment, ils étaient tous d'accord sur tout ce que je percevais. Là où ils travaillaient, même les couleurs des voitures. Enfin, c'est très clair. Et quand j'arrive à toi, je vois une scène, en fait, qui n'est pas rigolote, j'ai le sourire, mais parce que c'est particulier. Je vois une scène où je te dis, tiens, moi je vois un canapé blanc, une maison et du sang dans la salle de bain. Et je dis, je vois beaucoup de sang. Alors après, je ne sais plus parce que ça, je me rappelle. Et là, tu me regardes, tu fais, non, mais je ne sais pas de quoi tu parles, Laurent, alors que les autres, c'était OK. Et je dis, moi, ça me vient, mais je ne sais pas, je peux me tromper. Et je te dis que je vois beaucoup de sang et tout ça. Et puis, on en reste là. Et je crois que c'était 2 semaines après, tu me rappelles, et là tu me dis Laurent, alors je ne sais pas si la même t'en souviens, Laurent, effectivement, j'ai demandé, alors je ne sais pas si c'était à ta mère ou à quelque chose comme ça, cette scène, je l'avais oubliée, effectivement, comme tu l'as décrit, c'était passé ça.
Ouais, maintenant, je me souviens pas des lieux, mais je sais que ça me parle. Voilà. Et tu avais assassiné qui, là, à l'époque? Et donc voilà. Je me souviens plus. Il fallait pas deviner. Non, un peu d'humour quand même. Non, mais bon, voilà, Voilà. c'était pour, voilà, c'était Ouais, ça. mais après, et, j'en profite pour le remercier parce qu'il a eu confiance en moi, parce qu'il m'a mis dans une comédie musicale. On a beaucoup travaillé, Ouais. travaillé. Voilà. Après, j'ai eu un problème de famille, puisqu'il y a eu le décès de ma femme, tout ça. Et donc, j'ai pas pu continuer. Après, il est revenu nous voir sur un film aussi. Donc, il n'y a pas de hasard, hein, Toujours présent. Voilà, que vous Voilà. rencontriez. Et ouais, voilà. toujours en lien. Ouais. Merci en tout cas d'être venu, Claude. Et, Voilà. merci pour Juste, nous avons 2 On minutes. gère plus ou moins bien, hein, mais j'ai vu des artistes qui étaient à la 200e, qui avaient un trac fou avant de rentrer en scène. Bon, leurs anxiolytiques de l'époque, c'était plutôt côté whisky, Que benzodiazépine. que, par exemple, que la sophrologie, mais tous les artistes vous diront, ou les sportifs de haut niveau vous diront que si n'ont pas le trac avant, ça passe pas avec le public. Donc, à un certain moment, si on veut le transposer, est-ce que, entre guillemets, il n'est pas dangereux de vouloir faire des gens parfaits? Et est-ce qu'ils ne vivent pas bien avec leur anxiété, ou est-ce qu'il faut leur apprendre à gérer leur anxiété de telle façon qu'ils restent performants? C'est une question. Hein. Ah ben, je te remercie beaucoup pour cette question qui m'intéresse vivement parce que justement, en fait, par rapport à ce côté parfait, on me l'a souvent dit, surtout par rapport au livre que j'avais écrit, le premier. On me dit, ouais, mais Laurent, dans tout ça, en fait, mais j'ai pas d'être parfait ou parfaite. Et moi, je vise pas le parfait, je vise que des fois, je rencontre des personnes, en fait, enfin, des fois, souvent, elles n'ont pas besoin de moi, et tant mieux. Elles n'ont pas besoin d'avoir un thérapeute, et tant mieux. Enfin, tu fais ce que tu veux. Si tu en as besoin, ben, tu vas voir. Si tu n'en as pas besoin, ben, si tu es bien dans ta vie, il n'y a pas besoin de se poser des questions. Il y a des gens qui n'ont pas besoin, ils ne se posent pas de questions sur eux, ils avancent. C'est pas un problème. Donc, moi, je ne vise pas le parfait. Par contre, si effectivement l'anxiété, comme tu dis, Christian, c'est une nourriture et qu'elle permet aux artistes d'aller chercher cette adrénaline pour passer sur scène, mais il faut la garder. Par contre, si tu te dis que l'anxiété c'est un problème parce que moi je ne peux pas parler dans un micro ou l'anxiété me gêne, ben, c'est là où j'interviens, ou d'autres thérapeutes interviennent. Parce qu'effectivement, chacun regarde de quoi il a besoin pour transformer ce qu'il a de négatif en positif. Eh bien, je te remercie, Laurent. Nous voici arrivés pratiquement au terme de cette émission. Merci également à nos invités de ce soir. Et puis, on se donne rendez-vous prochainement pour une autre émission des invités de Georges. Voilà, en attendant, portez-vous bien. À très bientôt. Merci à vous tous. Merci à Christian qui était à la réalisation de cette émission. Bye bye. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Merci à Laurent. Merci Christian, merci. pour toutes les questions. Merci. Et, pour la Mais c'est maintenant que Il y aura les les questions. personnes vont on laisse poser des Facebook, on questions. laisse. On peut reprendre micro. Non mais voilà, en tout cas, merci pour Voilà. les questions. C'est que moi je savais pas que